On a extrait 3 recommandations mentales de l'expert invité aujourd'hui, Christophe Bernel. Comment adopter le bon état d'esprit avant un match, la mise en place de routines payantes dans ton jeu et la pratique du shadow tennis. C'est cadeau, c'est offert pour progresser mentalement sur le court et c'est dans le premier lien en description. Hello à tous, je suis Maxime Zamora, créateur du podcast Tennis Légende et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Christophe Bernel, docteur, s'il vous plaît, préparateur mental dans le tennis, parce que Christophe, tu as sorti ce livre en 2023, Nadal, Mhm. Federer, Djokovic, 21 matchs pour entrer dans la tête de ces champions et booster votre mental. On va en parler ensemble. Comment ça va, Christophe? Ah bah, très très bien, très très bien, puisque je reste un amoureux du tennis de plus en plus. Je continue à jouer, je continue à jouer en match par équipe avec mes amis de mon club du CA Vincennes, et donc tout va bien. Je sens la balle et C'est bon ça, et mon mental s'améliore tout le temps, tout le temps. énorme. Ah Et oui. tu vas nous dire dans les grandes lignes ton parcours, mais tu as été préparateur mental à la Fédé un Mhm. temps. Et Oui. avant de prévoir ce petit échange entre nous, tu m'as dit, je sens la balle grave. Ouais. Ce qui est Bah, beau quand même. ouais, finalement, enfin, c'est vrai que je pense en avançant avec l'âge, forcément, je dirais les, les qualités physiques diminuent. Mais je pense que le mental, c'est vraiment la chose qu'on peut travailler, enfin, où on peut progresser tout le temps. Hmm. Donc, c'est ça qui est quand même important. Au contraire, je veux dire, plus on travaille son mental, plus on peut devenir, je dirais, très fort mentalement. Et c'est vrai que moi, mon modèle, c'est un peu les arts martiaux parce que, si tu veux, pour moi, le tennis, c'est un art martial en fait. C'est un art martial à distance. On se met des coups au tennis, mais c'est pas des vrais coups physiques, c'est des coups qu'on prend dans la tête. Il faut encaisser des coups dans notre tête au niveau mental. Par exemple, si on prend un full ace et puis après un deuxième full ace, bon bah il faut les encaisser. Pareil, quand on est un peu débordé, il faut encaisser. Puis après, il y a tout ce travail entre les points, on y reviendra, où il faut analyser comment faire pour justement un peu changer la balance du match. On sait bien que c'est toujours au tennis, là encore, c'est une balance. Hein. Il y en a toujours un qui est un peu au-dessus de l'autre au niveau mental, bien sûr en lien avec la tactique. Voilà, il faut toujours essayer. Donc il y a ce match, il y a ce match mental dans un match de tennis. Bon, bien sûr, surtout, enfin, je dirais, ce match est mental, surtout quand les joueurs sont du même niveau. Alors attends, Bien évidemment. avant de nous dérouler tout le Vas-y, livre, dis-nous en une vas-y. minute Oui, qui tu es. Parce que voilà, on voit oui, sur la couverture oui, docteur oui. et ton parcours, ton crochet à la Fédé et ta formation peut-être avec des Ok. joueurs plus ou moins connus. Si tu peux nous donner des noms pour nous contextualiser. Bon, alors, bon, déjà, commençons par le début. C'est vrai que donc j'ai eu un premier parcours. Mon premier métier, ça a été joueur de professionnel de tennis, Et c'est puisque beau. j'ai joué à 20 ans. À 20 ans, j'ai joué Roland-Garros. J'ai perdu au deuxième tour contre Mats Wilander, bon, la belle année où Yannick le bat en finale. C'est quoi le score? Euh, Pardon? Le Ah, score? j'ai pris 6-1, 6-1, 6-3 en 2 heures et demie, parce qu'à Ouais. l'époque, ça jouait plus doucement, c'était plus, je dirais, très, très tactique, la longueur de balle. Maintenant, on est un peu plus sur la vitesse, la prise de balle tôt. Mais disons que ce match-là était intéressant parce que finalement, j'étais pas du tout préparé mentalement. J'avais pas de coach. C'est là où on voit que la préparation mentale est importante. Bien évidemment, avant le match, comme tout match que l'on fait, j'espérais gagner. Les vestiaires, je me disais, bah voilà, Villander était tenant du titre. Je me disais, allez, je vais sortir le tenant du titre, il y aura mon nom dans l'équipe le lendemain. Mais une fois que je suis arrivé sur le court, là, la pression elle m'est tombée dessus. En balle, à l'échauffement, j'avais mon bras qui tremblait et j'avais l'impression que tous les spectateurs voyaient mon bras trembler. Donc vraiment, j'étais pas prêt du tout. Oui, Et au t'étais début, sorti des qualifs? non, non, j'ai eu wildcard et j'ai passé un tour.
Ah ouais, quand même, c'est J'ai beau. wildcard parce que j'étais 170 mondial et donc j'étais un des meilleurs classés pour avoir la wildcard. Et En donc quelle voilà, année t'as dit? 83. J'ai Ah, ben c'est l'année où il fait finale en plus, l'animal. Oui, 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 il est tenant du titre, puisqu'il gagne en 82 et il fait finale contre Yannick. Et voilà, donc j'avais gagné mon premier tour en 5-7, la veille d'ailleurs, Contre qui? contre Simon Yule, Et un jeune Australien. pourquoi t'avais pas eu le jour de repos? Bah, à l'époque, il y avait moins de cours. Justement, Wilander avait joué son premier match le lundi et moi j'ai joué mon premier match le mercredi et j'ai joué le jeudi. J'ai joué le jeudi le lendemain, donc c'est vrai que c'était pas simple. Enfin bon, Et hein. Mais bon, tu te souviens du prize money au deuxième tour ou pas? ah oui, bien sûr, bah, bien sûr. Bon, j'ai fait aussi deuxième tour en double. Je sais qu'en prize money simple et double, donc deuxième tour à chaque fois, j'ai gagné peut-être 20 000 francs. C'était des francs à l'époque. Donc, faut que Les tu deux divises. cumulés. Ouais, les deux cumulés. 20 000 francs, il faut que tu divises par C'est 6,5. 957. Ça fait 3 fois 7, 21, ouais, un Ouais, peu moins de 3000 euros, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Incroyable. Aujourd'hui, premier tour, c'est 70 000, deuxième tour, c'est plus de 100 000 Oui, bien sûr. Et euros. puis là, tu comptes que le simple. Ouais, ouais, Tu comptes absolument. même pas, tu comptes même pas le double. Tu vois. Donc là, J'ai 20 ans. t'avais évidemment pas de prépa mentale à l'époque, mais du coup, Non. ça a planté une graine sur, OK, faut bosser Ouais, cet bah, aspect du jeu en alors, priorité. alors c'est vrai que si tu veux, en fait, 3 mois avant Roland Garros, je suis tombé sur un livre d'un psychiatre américain qui finalement, puisque moi j'étais un peu en recherche justement tout seul d'essayer de me détendre, parce que moi j'étais le genre de mec vachement sérieux. Et donc quand on est vachement sérieux et qu'on fait tout bien, ben, on se dit bah, je fais tout bien, et ben, je dois y arriver. Mais finalement, on se met une pression, enfin, on ne se donne pas le droit. Là encore, c'est important, il faut se donner le droit de perdre. Ouais. Finalement, quand on fait tout bien, on a l'impression que bah non, bah, il faut y arriver. C'est pas... Et le tennis, c'est beaucoup plus difficile que les études. J'ai bien vu avec médecine derrière. Ouais, médecine, si tu travailles vraiment très très bien et que tu comprends bien les choses, et ben, tu y arrives. Le tennis, c'est pas ça. On sait bien, en tennis, on peut jouer le feu à l'entraînement et puis arrive le match et c'est une toute autre histoire. Donc c'est là où c'est beaucoup plus complexe. On joue beaucoup plus avec, je dirais, ce qu'on est, sa personnalité profonde. Et il faut travailler là-dessus aussi. On y reviendra, mais il y a à la fois des choses très spécifiques au tennis, préparation mentale très spécifique au tennis, mais il y a aussi travailler sur sa personne en profondeur. C'est un travail plus, je dirais, philosophique même. J'en reviens avec les arts martiaux. Les arts martiaux, si on prend le tennis comme un art martial, il faut essayer de devenir comme un grand maître d'art martial, devenir un grand maître du tennis. Quelque Euh, part, devenir philosophe. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre avec Nadal, Djokovic, Federer, qui ont des personnalités complètement différentes, mais je dirais ils ont des points communs qui expliquent pourquoi ils ont été aussi forts au niveau mental. En fait. Est-ce que tu as eu d'autres faits d'armes pendant ta carrière avant de faire la bascule sur le choix d'arrêter et de faire médecine? Et explique-nous dans la foulée comment tu t'es raisonné, entre guillemets, à basculer sur ce parcours-là, quoi. Ah, est-ce que tu as eu un ou deux autres résultats probants? Non, disons que ça c'était un peu mon rêve. Tu sais, j'avais jamais joué Roland-Garros, que les qualifs. J'avais atteint un peu un de mes rêves de jouer Roland-Garros. C'est un peu le rêve de tout joueur professionnel français. Bon, en plus, passer un tour, bon, je perds contre Wilander, c'était pas déshonorant. Par contre, ce qui est dur, c'est de repartir sur les plus petits tournois, etc., tout seul, sans entraîneur à l'époque. Et puis justement, dans le tennis, l'entourage est capital parce qu'on est avion, hôtel, restaurant, tu le sais bien, chaque semaine quasiment. Et si on se retrouve seul et pas bien entouré, elle est vraiment dure, la vie. C'est pas comme les footballeurs. Tu vois, j'ai mon ami Younes El Anaoui, son fils, là, il joue à Lens et il joue très bien maintenant. Là, il est titulaire à Lens. C'est une équipe. Il vit à Lens.
bon, il va faire ses matchs, mais il va faire ses matchs à droite à gauche, mais il peut avoir des amis, il peut. Enfin, c'est autre chose, c'est une autre vie, on le sait Ouais, bien. ouais. Tennisman, c'est vraiment très très dur. Et puis c'est tout D'où frais la payé, t'es voilà. chouchouté, c'est Ah, incroyable. complètement. Alors que le tennis, c'est pas du tout ça. D'où l'entourage, enfin, ça fait mûrir aussi. Hein. C'est très dur et ça fait mûrir beaucoup plus vite, à mon avis, mais c'est aussi dur. Donc il faut une aide. Et à mon avis, là, on y reviendra, mais c'est l'aide à ces joueurs, à ces jeunes joueurs qui veulent être professionnels. L'aide, je dirais, mentale et psychologique est fondamentale. Donc tu as eu un moment où tu t'es dit, allez, cette vie, c'est plus pour moi. Et, Exactement. et, et, et alors c'était quoi ce moment, tu peux nous dire? Bah, exactement. Enfin, si tu veux, bah, c'était le moment. J'étais après Roland Garros, je suis allé jouer sur herbe. J'ai fait les qualifs du Queens et de Bristol, et je devais faire les qualifs de Wimbledon. Et finalement, j'ai décidé d'arrêter. Je suis même pas allé au qualif de Wimbledon Ah parce ouais. que là, j'étais seul sur le circuit. En plus, j'étais plus avec mon pote de double parce que mon pote de double à l'époque, c'était Jean-Marc Piacentil qui lui avait décidé d'aller jouer sur terre battue. Donc, j'étais là en train de lire ces bouquins de ce psychiatre américain qui finalement m'a convaincu en me disant, bon, ben voilà, il y a une autre vie possible, c'est de devenir médecin, tu restes sur Paris, tu as des amis, tu pourras avoir une famille, etc., etc. Enfin, c'était un choix d'une autre vie, en fait. T'as 20 Euh, piges à ce moment-là, j'ai 20 piges, ouais. c'est Ouais, mature, hein? ouais, bah, ouais, relativement, ouais, c'est sûr, mais voilà, je sentais plus, je sentais plus ce chemin-là pour moi, pour une vie heureuse. Alors, je te cache pas qu'après, les années après, quand tu es étudiant, bah, c'est une vie un peu normale, mais elle manque aussi un peu d'excitation, parce que l'excitation du match et de prendre son baluchon et d'aller en tournoi et de se dire si jamais je gagne ce tournoi, bah, je peux devenir très connu ou voilà, c'est excitant aussi. Hein, Ouais. voilà. Et c'est pour ça que j'ai envie de chanter. J'ai deux amours, tu sais, le fameux. Hein, j'ai deux amours, mon pays et Paris. Moi, c'est j'ai deux amours, le tennis et le mental, quoi. Enfin, tu C'est vois, beau ça. voilà. Et alors, Voilà. est-ce que tu as eu l'impression de prendre une revanche sur la vie en faisant les soirées médecine un peu dans la foulée? Ouais, non, parce qu'en fait, j'étais très sérieux et puis j'ai été père jeune, tu vois. Quel âge? J'ai été père en troisième année de médecine, tu vois. Donc, Quelle erreur! Putain, Christophe, t'as ah, merdé. t'inquiète pas, je me suis rattrapé après. Parce qu'après, j'ai divorcé, donc voilà, j'ai une autre Ah, vie après. bon, J'ai une autre d'accord. vie après. Et donc, t'as fait médecine, quelle spécialité? Et ben, justement, tu vois, médecine, tu fais 6 années de général, Ouais, 6 années générales, et après, tu as l'internat. Et là, j'ai choisi celle qui s'occupe du mental, c'est la psychiatrie, tu vois. Donc, je suis médecin psychiatre. Enfin, ma spécialité, c'est la psychiatrie. ok. Et donc, c'est 4 ans en plus de psychiatrie, puis j'ai fait 2 ans de plus à l'hôpital. Et après, je me suis installé. Et puis, très vite, finalement, dès que je me suis installé, j'ai été le premier psy de la Fédé. C'était en 95, si je dis pas de bêtises. J'ai eu un CDD, un tout petit CDD en 95. J'étais au CNE de l'époque. C'était l'époque, Mélie Mauresmo, elle avait 17 ans. Paul-Henri Mathieu avait 15 ans. Enfin, voilà. Enfin, Et donc, tu les as eus. Je les ai vus, oui, bien sûr, à ce moment-là. Enfin, oui, bien sûr, c'était. T'as deux, trois anecdotes avec eux? Ah non, 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 parce que ça doit rester secret. Ça doit rester secret. Ouais, ou je Euh, peux en dire peut-être juste une, quand même, c'est qui concerne Amélie Mauresmo, qui à l'époque, quand elle avait 18 ans, elle était seulement troisième mondiale, troisième française. Il y avait devant elle, il y avait Anne-Gaëlle Sido, de la même année, qui était 30e mondiale. et Julie Tu Allard de avais. QGIS. Pardon? Et Non, non, Julie non, non, Allard de ça, QGIS. non, c'était. Alors, non, non, Judy Allard, C'était c'était avant. avant. Non, je te parle. J'ai dit Anne-Gaëlle Sido, je crois que je ne peux pas me tromper, qui était au TCP, qui était entraîné par Bruno Dadillon. Voilà, je ne pense pas me tromper de nom.
Après, il y avait Nathalie Dechy qui était 80e mondiale et Amélie Mauresmo, quand elle avait 18 ans, elle était seulement 110, 120. Donc D'accord. elle était troisième en France. Bon, c'était déjà bien d'être 110, 120 à 18 ans, mais voilà. Et donc, elle avait décidé de changer. Enfin, elle avait un entraîneur à la Fédé et elle voulait changer d'entraîneur. Et finalement, la Fédé l'a pas vraiment aidée à ce moment-là. Et elle a été obligée de se débrouiller toute seule. Et c'est là qu'elle est partie en privé entraînée justement pour mon ami Christophe Fournery dans le team Isabelle de Mongeau. Et alors, c'est Et quoi cette c'est anecdote que tu veux nous raconter? alors Parce que là, l'anecdote, tu chemines, tu l'anecdote, chemines. ouais, ouais. Alors l'anecdote, c'est quand elle avait 18 ans et qu'elle voulait, voilà, elle était sans entraîneur. Et à 18 ans, et ben avant Roland Garros de ses 18 ans, je lui ai dit, bah, écoute, elle personne pour jouer, parce que je trouvais ça incroyable. Et je l'ai fait venir dans mon club de l'époque, au CA Montrouge, et donc j'ai joué une fois avec elle avant Roland Garros. Je trouvais ça incroyable qu'on la laisse seule comme ça. Enfin bon, c'était quand même un peu bizarre. Et Mais t'as voilà. été Donc, son prépa mental aussi. bah, j'étais le prépa mental de tous les jeunes et joueurs qui voulaient me voir. Oui, absolument, qui voulaient me voir, absolument. Et alors, pas À l'époque. trop compliqué d'ouvrir cette voie où les psys à l'époque, Absolument. si tu, Bah, si si, tu vas voir un psy, t'es un peu considéré comme tout, un gars à problème, un gars un peu fou. tout à fait, tu as raison. Ça le demeure encore un peu maintenant, heureusement un peu moins. Beaucoup moins quand même, Mais, non? mais, Tu trouves mais pas? et c'est pour ça que, bah, en France, hein, je parle, mais c'est pour ça, si, parce qu'on entend même, enfin, tu vois, on entend même, mais voilà, pas plus tard qu'hier sur les réseaux sociaux, à quoi, pourquoi un psychiatre pour les joueurs, ils vont très bien, enfin voilà, bon, j'ai entendu ça pas plus tard qu'hier. Mais euh, oui, bah, moi j'ai eu un CDD et finalement je suis pas resté. Bon, voilà, c'était il y a longtemps, c'était les années 95 et je pense que bon, c'est de l'histoire ancienne, mais ça prouvait aussi que si je rebondis sur ma dernière période à la DTN et à la fédération, c'était début 2020. Donc le DTN de l'époque, c'était Pierre Chéré, qui lui avait compris et avait accepté ma proposition parce qu'on m'avait contacté. Moi, j'ai dit, OK, je veux bien y aller, je lâche tous mes boulots, mais il faut y aller à fond, il faut que je sois salarié temps plein, ce qui n'avait jamais été fait dans ce domaine-là. Et Pierre Chéret, le DTN de l'époque, a accepté, puisqu'il avait bien compris qu'il avait au moins 16 entraîneurs temps plein tennis, il en avait au moins 8 entraîneurs physiques temps plein, Mhm. et il y avait auparavant que des prestataires. Et c'est complètement différent. Un prestataire, à chaque fois, il faut que tu lui demandes est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu es libre? Parce que le prestataire, il a plein d'autres choses à faire. Mhm. Et donc, moi, je voulais être à temps plein et je pouvais faire avec certains entraîneurs, je pouvais faire des visios un dimanche soir à minuit parce que ils étaient en tournée en Amérique du Sud, vu le Ouais. décalage horaire. Bon, voilà, ça tu peux demander à un salarié de faire ça. Et moi, c'était avec grand plaisir que je faisais ça. Mais tu ne peux pas demander ça à un prestataire. Enfin, c'est pas possible. C'est pas Ah, possible. c'est dur. Ouais, ouais. C'est pas possible. Et Voilà. là, à ce moment-là, c'était qui les joueurs? Ah, oh, bah, à l'époque, c'était les jeunes, là, les Arthur Fils, Lucas euh, Vanache. Giovanni Ampecci. Alors, Lucas Van Ness, il est plus entraîné par mon ami Yannick Quéré, donc plus dans le cadre de la Ligue de Paris, l'Île-de-France. Euh, il a été repris par Yannick à partir de ses 14 ans. Mais bon, Lucas Van Ness, avec Yannick, il venait s'entraîner aussi là, mais il n'était pas forcément. Diane Paris? Voilà. Voilà, aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Top. Donc, c'est cette génération-là enfin, que j'ai pu connaître et avec qui, bah oui, moi, j'adore les joueurs et les joueuses. Et puis, j'ai un respect pour eux. Et puis, je sais tellement comment c'est difficile que c'est pour ça que j'ai forcément de l'empathie et j'ai vraiment envie de les aider énormément, quoi. Enfin, Et avant d'aller sur ton bouquin, Villander, tu l'as joué sur quel cours? alors, heureusement, je l'ai joué sur le 2
Parce que Ouais. si j'avais déjà comment je vous ai expliqué comment j'ai fouetté, comme on dit, si j'avais joué sur le central, je sais pas si j'aurais pu mettre une balle Et dedans. t'as jamais réussi à te lâcher pendant le match? Si, à la fin. Si, à la fin, tu vois, au troisième, je mène 3-1 et j'ai des balles de jeu sur tous les jeux et je prends quand même 6-3. Ouais, mais bon, voilà. Enfin, mais non, je me suis un petit peu relâché à la fin, mais Hmm. j'étais quand même tendu, j'ai pas mis une première balle et donc bah, c'est difficile si tu bouscules pas un peu Villander, c'est Ouais. compliqué. Bon, Nadal, Federer, Djokovic, 21 matchs pour entrer dans la tête de ces champions et booster votre mental. Donc, premier livre, pourquoi euh, faire le parti pris de partir sur ces trois champions? Parce que, tu vois, pour monsieur, madame, tout le monde, dur de s'identifier à eux quand même. Alors oui, derrière, il y a plein de messages, mais c'est un pari, quoi. Oui, oui, alors c'est vrai que non, c'est vrai que c'était ça c'est alors pour revenir si tu veux ce bouquin, enfin cette envie de transmettre, ça fait au moins 10 ans. Je me disais il y a même un moment donné, je me dis tiens, je vais faire un roman, mais pour pouvoir un peu dire et transmettre un peu mes connaissances. Enfin, et bon, j'étais un peu parti là-dessus, mais là, c'est trop compliqué et je ne sais pas assez bien écrire. Après, j'étais sur un bouquin un peu philosophie et tennis. Enfin, et puis finalement, bon, j'ai réussi, enfin, j'ai rencontré Arnaud Ramsey, qui est un super pro, qui est un journaliste, écrivain. Et donc, bah, ça a collé entre nous. Et puis, ça a donné ce livre-là avec l'éditeur. Et c'est vrai que c'est l'éditeur qui, chez Solar, euh, Jean-Philippe, en fait, qui est joueur de tennis aussi, hein, donc qui a été à 15. Et puis Arnaud, il a été à 15-2, donc ils connaissent le tennis et la compétition, donc c'était sympa. Donc Toi, t'es à c'est un peu combien? vite. Pardon? Toi, t'es à combien? Bah, maintenant, je joue qu'en équipe, donc je suis redescendu à 15-2, mais je pense que j'ai un niveau, quand je joue bien, j'ai un bon niveau de 4-6, 3-6 encore. Ah oui, 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 l'énorme traquenard à 15-2. Très Oui, bien. oui, oui, ouais, vaut mieux. Mais je joue pas en tournoi, donc voilà, en Pas équipe envie? Pas peut-être. envie d'aller faire des tournois? Non, c'est pas. Non, si, c'est une question d'organisation. C'est un peu plus compliqué, mais peut-être cet été, je vais en faire un ou deux. Si, j'ai envie. Alors après, il y a aussi le physique. Si tu veux, je suis capable de tenir 2, 3 heures un match. Mais après, à partir d'un certain âge, quand tu n'es pas hyper entraîné, si tu as fait un match de 2, 3 heures et que tu dois rejouer le lendemain, Ça voire pique, le hein? jour même, Ah, voire le jour même. le dos prend cher. Ouais, exactement, exactement. Tu vois, c'est ça. Tu vois, moi, j'aime la compétition toujours, mais bon, faut quand même ménager sa monture. Et comme je le dis à mes potes, moi, ce que je cherche, c'est être champion du monde des plus de 80 ans. C'est un Donc voilà. marathon. C'est un Voilà. ultra trail. Faut déjà rester en vie et après en forme physique. Et voilà. Et après, c'est bon. Je Et on pense te que suit, hein. On te suit pour le tec- championnat du monde, hein. bah, techniquement, je serais au top. Mentalement, j'en parle même pas. Donc, il faut juste voilà, rester physiquement en forme. Ok. Le rendez-vous est pris. Voilà. Du coup, t'en étais à la maison d'édition qui, voilà, tu les connais. Si tu veux, qui voulait en fait partir de match. C'est vrai que c'était pas évident parce que partir de match et puis précis de ces trois champions et puis arriver à l'élargir aussi, à donner des pistes à presque monsieur et madame tout le monde, comme tu disais, c'était quand même pas évident. C'était un grand écart. Heureusement qu'Arnaud est un super professionnel parce que je pense que, enfin, les échos que j'en ai, c'est que les gens qui ont lu ce livre, ils étaient plutôt contents et ils ont passé un beau moment. Ils ont sûrement appris quelque chose. Donc, et ils ont passé un beau moment. Donc, c'était ça un peu le but. C'est à la fois de faire passer un bon moment et puis d'apprendre deux, trois trucs et puis se mettre au travail parce que aussi, c'est ça le truc. C'est que quand on lit un livre, même si on le trouve bien, finalement, et ça, là, on va rejoindre la préparation mentale. Hein. On lit un livre, on le trouve super, on dit ouais, 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 on est super content, ouais, ouais, ouais. Et finalement, on est tous pareils, ouf, on oublie après. Ouais, On oublie. On ouais. oublie ce qu'on a cru. Et c'est là où il faut travailler, parce que le cerveau est fait d'une telle façon qu'il oublie. Même des, voilà, il oublie, donc il faut revenir dessus. Donc
Donc, si par exemple, dans ce livre-là ou un autre livre, il y a des choses qui nous parlent et qui nous paraissent vraiment indispensables, il faut vraiment les retenir, les écrire. Moi, personnellement, tous les matins, je fais ma gym, mon yoga, ma méditation. Et dans ma méditation, à ma sauce, je me dis par cœur plein de phrases qui me parlent dès le matin pour vraiment commencer la journée d'une manière très positive. C'est des phrases que j'ai glanées à droite à gauche dans différents bouquins, des philosophes, des écrivains, voilà. Et ça me parle et ça m'aide. Ouais, c'est ce que tu dis justement dans la quatrième de couverture. C'est un ouvrage qui aide sur le terrain et dans sa vie. Et alors, Oui. moi j'étais surpris quand même de me dire, ok, on va, bon, reparcourir 21 matchs. Bon, c'est peut-être un peu long et tout. Et en fait, c'est un voyage dans le temps qui est hyper agréable parce que quand on a suivi le parcours de ces champions, bah, on se replonge dedans. Et, et du coup, ça permet de faire des sauts dans le temps qui sont hyper agréables. Il a été plutôt habilement euh, écrit avec des passages en gras, je sais pas si on voit bien, mais quasiment sur toutes les pages. Donc on peut à chaque fois se référer à des moments clés. Et comme tu le dis, il y a des exercices à chaque fin de chapitre, à vous de jouer. Et là, tu mets un peu au défi de mettre en application avec, comme tu dis, des phrases à se trouver de manière personnelle ou une manière peut-être de modifier sa manière sa façon de penser quand on fait face à des cas de figure sur le cours ou dans la vie de tous les jours. Et c'est là, je pense, où toi, tu es un peu différent du préparateur mental lambda, c'est que je sais pas comment tu fais, mais tu as un nombre de références et de citations de grands maîtres bouddhistes, zen, et j'en passe. C'est quoi? C'est que tu es en quête permanente, tu lis beaucoup, tu... Complètement. Ouais, 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 c'est tout à fait ça, oui. Non, mais moi, j'ai un plaisir d'apprendre. Ça fait partie de mes plaisirs de la vie. Et le plaisir d'apprendre est très important parce que le plaisir d'apprendre, toujours pareil, c'est pour que je sois. Enfin, on a tous cette quête d'être le plus heureux possible dans notre vie. Enfin, faut qu'on essaye à ça. Et ouais. finalement, en apprenant des différents sages, des différents religion, philosophie, tout ce qu'on veut. Il y a énormément à apprendre et finalement, ouais, enfin, c'est pour ça que j'ai envie de transmettre. Là, dans ce livre, je transmets une petite partie de ce qui me paraît vraiment important et ce qu'on a pu sélectionner pour que. Mais oui, c'est indispensable. Comme je disais, c'est c'est un travail de tous les jours. Par exemple, Djokovic en a bien parlé. Lui, il fait au moins un quart d'heure, une demi-heure tous les jours. Il commence, et puis moi j'invite à commencer la journée par ça, parce que l'idéal, si on veut travailler un peu sur soi, c'est on se lève et hop, on commence à travailler sur soi, c'est-à-dire se poser, prendre du temps à soi, respirer, éventuellement de se dire des phrases qu'on aime bien, et commencer par ça, ne serait-ce qu'un quart d'heure tous les jours. C'est ça qui est la difficulté, c'est de s'y mettre tous les jours. Et si on commence à s'y mettre, à un moment donné, ça rentrera dans notre routine, mais une routine plaisante. Parce Hmm. qu'en fait, ça doit être plaisant de se donner du moment à soi le matin pour commencer au mieux la journée. Par exemple, tu vois, une phrase que je commence, c'est ce jour n'a pas son semblable, chaque instant est un joyau inestimable. Bon, c'est une phrase, si on, faut se la dire, faut se la dire. Bon, bien évidemment, sauf des personnes qui sont atteintes d'une très très grave maladie, c'est plus compliqué pour elles de se dire cette phrase. Et l'immense majorité des gens, notamment dans notre pays, en France, peuvent se dire ça. Enfin, je pense qu'ils peuvent se dire ça, même si rien n'est parfait, mais c'est important de se le dire. Et Et alors juste pour les auditeurs et les fans de tennis qui se disent, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas pour moi. La méditation, c'est pas pour moi. Tu vois, exemple, oui, j'en ai fait depuis un moment. Il y a des applis qui aident à en oui, faire. oui, J'ai fait un stage Vipassana, s'il te plaît, de 10 oui, je me jours. rappelle, tu m'en avais euh, parlé. 10 jours de méditation en silence, pas de Ouais, mais contact là, visuel,
franchement, tu vois, j'ai fait Ouais. des expériences parce que ça m'attire tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, j'arrive pas à avoir une routine de méditation quotidienne. Je m'étire le matin parce qu'en ce moment, je joue régulièrement comme je suis à la maison. Du coup, j'ai le dos en compote le matin. Donc, je m'étire et je souffle. Je, je suis pas sur mon téléphone, ça me fait du bien, tout ça. Mais j'arrive pas à avoir une routine de méditation. Qu'est-ce qui explique que toi, tu y arrives, tu es un maître bouddhiste? Ou c'est quoi la différence entre les gens qui arrivent et tous ceux qui se disent c'est pas pour nous? Et dernière partie de la question, il paraîtrait que dans 100 ans, la méditation dans un siècle sera l'équivalent du brossage de dents aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire celui qui ne la pratiquera pas sera un marginal. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, voilà, en gros, tu as des Alors, découvertes du siècle. La découverte du siècle dernier, c'était le sport. Aujourd'hui, celui qui pratique pas le sport, c'est quand même, tu vois, ça reste des gens un peu en marge, on va dire, une activité physique régulière. Et le mhm. brossage de dents, j'en parle pas. Il paraîtrait que la découverte du siècle, c'est la méditation. Pour revenir à ma question, comment toi tu fais pour être si régulier et puis réussir, quoi, tout bonnement? Alors, mais comme tu l'as dit, je pense que l'important, parce que la méditation, c'est un grand mot comme ça et ça peut faire peur. Alors qu'en fait, tu vois, par exemple, si je reprends ton cas là, que tu viens de dire, si le matin, déjà, en plus, tu as la chance de vivre dans Quand une j'y région suis, bénie ouais, des dieux, le Pays Basque, c'est clair. euh, 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 mais si le matin, tu commences à respirer déjà, inspirer, tu vois, t'inspires par le nez, tu souffles fort, tu te vides complètement et tu fais des bonnes inspirations et tu commences et tu fais des assouplissements, tu as la fenêtre ouverte, tu entends les petits oiseaux qui chantent. Enfin, déjà, tu es vraiment dans le moment présent, comme on dit, et tu es juste bah, ouais, tu as conscience, si tu veux, de la chance que tu as, enfin, tu vois, de vivre et en plus de vivre dans cette nature et voilà, et puis d'avoir ton corps et tu es en train de l'assouplir et tu es en train de te détendre et tu es en train de commencer ta journée bien. Ben, il n'y a pas besoin de... Déjà, si tu fais ça un quart d'heure tous les matins, et très vite, tu te rendras compte, tu vas le faire 20 minutes, et après, tu feras une demi-heure sans t'en rendre compte parce que tu feras un peu plus d'exercice, tu fais un peu plus de, tu vois. Et puis, si tu arrives à te dire quelques phrases qui te font du bien pendant ces moments-là, tout en respirant, ça suffit, quoi. Enfin, faut pas, tu vois. Et la méditation, c'est surtout, elle doit permettre de jouir du moment présent. Enfin, tu vois, c'est de jouir du moment présent. Donc, et ça se travaille. Donc, comme tu dis, c'est un travail. Donc, c'est tous les matins qu'il faut le faire parce qu'à un moment donné, ça devient automatique. Et de la même façon, ça va, si on fait un parallèle avec le tennis, si tu fais ça le matin et petit à petit, tu vas pouvoir le transvaser dans les changements de côté, entre chaque point, tu vas arriver à te détendre et à être sur tes objectifs de jeu, tactique, et moins sur il faut absolument que je gagne ce match pour gagner des points, etc. Tu seras plus, tu vois, dans l'instant présent de comment je vais gagner ce point-là. Enfin, voilà, comment je vais retourner, je vais essayer d'anticiper son service, et puis je vais essayer de mettre un retour avec une cible, enfin, etc., etc. Tu vois, tu es sur des choses tu seras comme dans le moment présent où tu es le matin. Mais ça vient petit à petit. Ça, c'est une sorte d'entraînement. Et c'est pour ça il faut essayer de l'enseigner aux jeunes le plus tôt possible. C'est Alizé Cornet qui me disait que Hmm. c'est une des rares à pratiquer la méditation sur le circuit. Oui, Euh, et elle part de loin, elle le dit d'elle-même, hein. Elle dit, moi, oui, oui. mentalement, je suis une dingo. Les émotions, c'est feu d'artifice à tout moment. Je Oui. peux envoyer chier tout le monde d'une seconde à l'autre. Et elle me disait, depuis que je pratique la méditation, je suis beaucoup moins en réaction vis-à-vis de Hmm. mes émotions. Et je Hmm. suis beaucoup plus dans, OK, il se passe ça en moi, j'arrive à l'observer. Hmm. J'arrive à prendre un peu de distance, un peu de recul et à me dire, attention, attends, focus, prio, remets-toi là-dedans. Oui, Et elle est sur ouais, 10 minutes, un quart d'heure tous les matins. Mais oui, tu vois, oui, il y a ce truc de, OK, on sait que c'est bon, mais on le fait pas. Alors que prendre son téléphone le matin, hmm. ouvrir Instagram
Oui, regarder ses mails et voir oui. le live score des matchs de la nuit. Putain, C'est, c'est c'est- bon, mais c'est ouais, pas bon. Et on le fait oui, quand même, tu vois. Où est-ce oui. qu'on peut aller chercher la petite Ah, adrénaline? c'est un peu plus facile, hein, c'est sûr, hein, Ah, c'est d'ouvrir plus son facile, téléphone. ouais. Où est-ce C'est qu'on quand peut même aller beaucoup plus chercher facile. ce petit côté adrénaline dans la pratique de la méditation et se dire, ah, j'ai envie de le faire, c'est fun et tout. Parce que là, tu vois, on est plus dans le, ok, c'est un travail du quotidien, il faut le faire. Tu vois, le il faut, il est Ouais. quand même chiant, quoi. Exemple que tu as parlé d'Alizé Cordet, d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin, j'en parle dans le bouquin parce qu'Alizé, elle dit bien les choses, elle dit bien qu'elle a quand même été, tu vas me corriger, mais je crois qu'elle a été 16, 16e ou 18e mondiale à 11e, 18 ans. 11e, 11e. 11. Porte du top D'accord, 10. ça c'est son, ça c'est son Meilleur classement. Ouais. max, mais Ouais. à 18 ans, elle était déjà top 20. Ah ouais, ouais, ouais. C'est Ouais. ça le truc. À 18 ans, elle était déjà top 20 et elle explique bien que les entraîneurs de l'époque, le mental, tout ça, ça se travaillait pas du tout, quoi. Tu vois, c'était complètement. Alors qu'elle avait déjà, forcément, elle avait déjà sa personnalité, elle était déjà. Imagine, on peut imaginer que si elle avait découvert et si on lui avait fait découvrir la méditation, ce qu'elle découvre vraiment sur le tard, Hmm. très tard, mais qui lui fait beaucoup de bien et qui lui a, à mon avis, permis de continuer à jouer en cette fin de carrière et même bien, avec du plaisir, parce que sinon, je pense qu'elle avait, si elle n'avait pas découvert, je pense qu'elle aurait arrêté, sans Hmm. doute, parce que ça aurait été trop, voilà, trop compliqué à un moment donné, trop ses émotions. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est un très, très bon exemple. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a un effort à faire. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme si tu as envie de voir, si tu as envie d'avoir un bon service, à un moment donné, faut que tu ailles prendre un panier et puis que tu ailles faire, et que t'ailles faire des services, hein. Si tu vas pas faire des services tout seul, à un moment donné, tu vas pas avoir un grand service, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. c'est du même domaine, quoi. Le matin, il faut se dire, ah ouais. Tu sais, c'est comme tout. Le dur, c'est de s'y mettre. C'est de s'y mettre parce que à la fin de ta séance, comme tu dis, d'assouplissement, et si en plus tu respires un peu, tu te concentres sur ta respiration et que tu arrives à te dire quelques phrases qui te font du bien, bah, à la fin, tu es super content. Hmm. Généralement, non? Tu es content de l'avoir fait. Ouais, t'es plutôt content. Il y a un truc qui marche aussi, c'est l'objectif. Avoir un Mhm. objectif. Par exemple, ensemble, on a tourné une masterclass sur la méditation, justement, Ouais. où, voilà, méditation guidée, tu nous orientes Mhm. sur un petit moment. Donc, voilà, les auditeurs du podcast les plus motivés peuvent avoir accès. J'ai fait une masterclass sur la visualisation aussi avec Jérôme Ménel, qui Mhm. disait qu'il avait visualisé pendant ses grosses échéances de carrière. Euh, Roland Garros contre Agassi, son Mhm. titre à Metz, parce qu'en fait, c'est des périodes de sa carrière où il avait peur de perdre des branlées, de Mhm. prendre des branlées, pardon, devant beaucoup de monde, donc Mhm. de passer pour un con. Mhm. Et toute sa carrière où il a, entre guillemets, végété slash joué facile sur le circuit secondaire, il sentait pas cette urgence de Mhm. mettre toutes ses chances de son côté. Mhm. Et le fait de matcher 1000 fois moins de mon côté, parce que j'ai plutôt trop le temps avec cette activité de tennis légende, mais de temps en temps, j'ai un projet comme la National Tennis Cup, ancienne Nisty Cup, pour la Mhm. Fédé. Là, je suis un mois chez moi, j'ai fait le tournoi du Biarritz Olympique, je me suis dit, allez, ça va te faire du bien. Ah, le BO, génial, le BO, magnifique. Ah ouais, sur Terre, l'hiver, le mardi soir à T'as vu 22 heures, t'as vu mon ami Michel Gallet là-bas? je sais pas qui c'est, Ah, tu mais sais pas ça qui c'est? viendra. Ah, bien, il a été prof, je pense qu'il doit l'être toujours, mais c'est un des profs de Biarritz depuis très, 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 du BO depuis très, très longtemps. T'es Et champion alors, de France. j'ai hâte de le T'es champion. rencontrer. Et Bah alors, oui, c'est un mec adorable. le fait d'avoir une échéance, slash un objectif, slash une petite pression, je Mhm. trouve que c'est un bon hack pour s'y mettre. C'est-à-dire que, tu vois, au BO, là, tout con, je me suis dit, pendant que je fais, déjà, moi, ça m'engage à faire de la prépa physique, donc je vais faire de la corde, je vais faire des sprints, je vais faire des trucs qui vont me mettre, qui vont me faire du bien sur le cours. Je me dis, va plus loin et fais un peu de visualisation Mhm. en imaginant ce que me disait Jérôme Ménel, tous les Mhm. scénarios possibles. C'est-à-dire que Mhm. quand tu n'as pas fait de match depuis un moment et que tu tapes un 6-4 troisième, 7-5 troisième, putain, tu passes par toutes les couleurs, quoi. Qu'est-ce que Mhm. c'est dur. Dans la Mhm. tête, le corps.
t'as Mhm. l'impression de passer dans une broyeuse. Et le fait de faire de la visualisation, c'est incroyable. Mhm. Un homme averti en vaut 5 ou 6 dans ce cas-là. Ouais, on est d'accord. Et le fait d'avoir cette échéance permet de, tu vois. Mais dans la vie de tous les jours, de pas avoir d'échéance, moi, personnellement, ce qui marche, c'est de me dire, tu vois, j'ai une valeur fondamentale qui est la liberté. Mhm. Et quand je suis sur un événement, ma liberté, elle est rognée parce que je suis au service d'eux. Bah, c'est de Mhm. me dire, ça va être par exemple de me dire, ce moment de 10 15 minutes le matin, c'est ton moment. Ah oui. Ça va être un tourbillon toute la journée, mais tu Mhm. pourras mentalement t'y référer en te disant, t'inquiète, t'as eu Bien ton sûr, moment, t'as exploité ton moment de la journée, et en plus, c'est bien hyper sûr, bénéfique pour toi. J'essaye bien de sûr. réfléchir à des hacks plus faciles que d'allumer mon tel, d'aller sur YouTube et de me dire, putain, j'ai fait X milliers de vues, je suis content, tu vois. Ah ouais. Et alors, tu vois, moi, ma motivation de tous les jours, comme tu dis, moi, ma motivation, c'est de vivre le plus longtemps possible parce que j'adore la vie et Ouais, jouer au tennis le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'en déconnant, je te disais d'être champion du monde des du plus monde de 80. 80 ans, mais l'objectif, c'est j'aime tellement jouer au tennis. Et jouer au tennis, ça veut dire rester en forme. Quand tu les vois, les champions du monde là, des 80 ans, je peux te dire qu'ils bougent sur le terrain. Ils bougent. Ils sont quand même bien, bien, bien actifs. Donc moi, j'aime tellement la vie, j'ai envie de rester en forme physique, mentale. Et comme tu le disais, peut-être que dans 100 ans, tout le monde se mettra à la méditation. Mais déjà, dès maintenant, ça a été prouvé que la méditation diminue le vieillissement. Mhm. Ça a été prouvé scientifiquement, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des études, deux groupes, des personnes qui méditent régulièrement assez longtemps et d'autres qui ne méditent pas, même au niveau des chromosomes. Au niveau, tu sais, les chromosomes, c'est à l'intérieur de la cellule. Donc, D'accord. les télomères des chromosomes. Donc, les télomères des chromosomes, c'est le bout les bouts des chromosomes, tu Ça y vois. est, le médecin est de retour. Ben oui, le bout des chromosomes, eh ben, dans le groupe qui médite, les bouts des chromosomes, eh ben, ils restent, on va dire, ils restent beaux, tu vois. Ils sont pas rabougris. Et, Ok. et donc, à l'intérieur, tu vois, de nos chromosomes, ça a été démontré que les chromosomes, ils restaient plus jeunes, en fait, tu Ah vois. Et ouais. donc, c'est incroyable, enfin, même au niveau cellulaire. Et il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique parce que si tu respires bien, parce que la méditation, c'est apprendre à respirer. Ouais. À Et ventiler, comme tu dis dans ton livre. ben, absolument. Enfin, c'est ventiler parce qu'en médecine, on parle de ventilation. C'est vrai que le grand public dit respirer, donc on parle de respiration dans le grand public, mais en médecine, on dit ventiler. Parce que la respiration, c'est au niveau cellulaire en médecine. Alors, si tu apprends à bien ventiler, eh ben, tu vas avoir plus d'oxygène. Et notre corps, il a besoin d'oxygène. Il a besoin énormément d'oxygène. Et on sait bien que quand on est stressé, on ventile tout doucement, on prend beaucoup moins d'oxygène, et on sait bien que l'oxygène a besoin pour le corps, et puis on sait bien qu'une bonne ventilation, ça permet d'être beaucoup plus détendu, et si on est plus détendu, forcément, notre corps et notre esprit va s'en sentir beaucoup mieux. Et Prochaine fois qu'on se parle, je te dirai pas comment ça va, je te dirai comment vont tes chromosomes. Et si tu me dis, absolument. ils sont pas rabougris, eh ben, je serai content pour toi. Non, mais bon, je pense que personnellement, j'ai de la chance, sûrement génétiquement, parce qu'il faut avoir de la chance. Dans la vie, il y a le facteur chance, il est premier, hein. Ouais, Ça, le facteur chance, il est premier. Donc moi, génétiquement, j'ai sûrement de la chance pour l'instant, je suis en forme. Mais après, le facteur deuxième, c'est il faut travailler quand même. Enfin, il faut ouais, ouais. travailler pour rester en forme, pour rester. Voilà, comme on dit, on a envie de rester jeune. Et c'est vrai que j'ai 61 ans maintenant. Comme disait Alphonse Allais, l'écrivain assez drôle d'ailleurs, il dit on a trois âges. Si tu veux, il y a l'âge qui est marqué sur notre carte d'identité, ok, l'âge que les autres pensent que l'on a, et il y a le troisième âge, c'est celui que l'on pense que nous on a, Toi, nous-mêmes, tu hein. penses que t'as quel âge, toi? Bah, si tu veux, je suis content. Sur un cours de tennis, je pense que j'ai encore mes 18 ans, hein, sur un cours de tennis. Puisque Ok. j'arrive encore à bouger. À mon avis, ce que pense que les autres ont, bah, c'est vrai que
ouais, enfin bon, un peu plus sérieusement, je vois pas une grosse différence entre mes 40 ans et maintenant, tu vois. Et quand tu Donc, vas dans un bar et qu'il y a des jeunes partout autour, est-ce que tu dis, putain, c'est vrai que là, j'ai l'impression mais, d'avoir 60 piges? Non, même pas. mais non, pas du tout, voilà, pas du Ah ouais? tout. Ah, pas du tout, pas du tout. Et je suis vachement à l'aise. Bon, T'es une machine. enfin, en plus j'aime la musique, j'aime danser, j'aime chanter. Enfin, tu vois, enfin, tu vois, je pense que ça, bon, j'ai un peu la chance parce que j'ai des enfants avec qui je m'entends super bien et voilà. Enfin, je suis à la page, je suis à la page de ce qui se passe. Eux, ils sont trentenaires tous les deux, une fille, un garçon. Enfin, tu vois, je suis quand même à la page. Alors, Donc, avant de revenir sur, j'aimerais te poser la question, lequel des 21 matchs t'as le plus embarqué? Juste pour comprendre, tu dis que t'aimes le tennis passionnément et, euh, et je comprends pas du coup pourquoi tu matches pas plus le reste de l'année parce que s'entraîner pour s'entraîner, ouais. c'est Alors chiant attends, quand même, non? À un moment, il faut quand Alors même une oui, carotte, quoi. attends, je vais te répondre. Déjà, je m'entraîne pas. C'est-à-dire, attends, je m'entraîne pas. Je joue une fois par semaine et Ouais. je fais un match. Ah Je fais ouais. un match. Ah, t'es dans Ah, le je fais un concret quand match. même. Non, je fais un match. Avec mes potes, avec tous les potes de mon club, dès que je joue avec quelqu'un, Et tu c'est un paries un match. truc? Non, non, j'ai même pas besoin. Mais je fais un match. C'est-à-dire que enfin, moi, je suis plus à faire des gammes, etc. Si tu veux. Sans compter que tu as parlé de visualisation. Moi, je fais de la visualisation tous les jours par rapport avec ma méditation. Je fais de la visualisation et je fais surtout du shadow tennis, tu vois, du A blanc. On l'a fait dans notre masterclass ensemble. Ouais. Voilà, du A blanc. Ça m'aide énormément parce qu'en fait, avec le A blanc, je joue au tennis tous les jours. Et Pas longtemps. tu sais que j'ai fait aussi un contenu avec un maître sophrologue Mhm. qui a accompagné Steve Darcy, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais qui a Vas-y. accompagné Steve Darcy pendant sa carrière, notamment Mhm. sur ses périodes de blessures. Et Mhm. il expliquait que en faisant le fameux shadow tennis dont tu parles quand tu es blessé, tu Bien sûr, récupères bien sûr, 25% plus vite tes bien capacités sûr, parce que tu t'entretiens bien sûr, mentalement les muscles, c'est bien prouvé, tu sûr, vois. Et alors bien sûr. ce gars Bien sûr. passionnant Mhm. et passionné de tennis aussi, Mhm. au-delà de ses fonctions voilà, en tant que médecin, sophrologue, tout ce que tu Mhm. veux, est décédé, j'ai appris ça il y a 2 mois, là. Eric Medaetz, un Belge Ah que j'ai merde. que j'ai adoré, et putain, j'étais Mhm. hyper triste d'apprendre que... Ah, Enfin, bien sûr. tout ça pour faire le pont avec le shadow tennis que tu pratiques au quotidien. Ouais. Ouais. Ben, voilà, je joue au tennis et je joue pas longtemps, hein, mais je passe en revue un peu tous mes coups, tu vois, un peu la tactique et tu vois, notamment au service où on sait que le service, le rythme est vachement important. Trouver son bon rythme au service, c'est Le retour fondamental. aussi. Ouais. Pardon? Le retour aussi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, il y a vraiment des choses que je. Ouais, en plus, en shadow tennis, tu peux ressentir, tu as des sensations et tu te dis, ah ouais, tiens, si je faisais ça, ça serait peut-être mieux, tu vois. Enfin, Hmm. sur ça, tu vois. Bon, par Tiens, exemple, là, mon long de ligne, il vient de prendre la bande. Il faudrait que je mette un peu plus de gratte non, non, pas ça, au mais je vais te shadow dire un tennis. truc. Je vais te donner un exemple perso. On a tous un coup naturel et un coup moins naturel, généralement. C'est lequel Les le deux. tien? Bah, mon coup naturel, c'est le revers. Mon coup pas naturel, c'est le coup droit. Bon, Ouais, bah, finalement, moi, j'inviterais tous les joueurs à regarder ce qu'ils font sur leur coup naturel et que finalement, ils ne le font pas aussi bien sur le coup qui n'est pas naturel. clairement. Par exemple, coup naturel, donc mon revers, quand je prépare mon revers, si tu veux, je tiens à peine ma raquette, je la tiens à peine, tu vois, et par contre, au moment de l'impact, je suis hyper solide, quoi. En fait, je serre ma raquette que seulement au moment de l'impact. Tout le reste, je suis hyper relâché et je la tiens à peine, tu vois. Et le relâchement est hyper important, c'est bien, dans n'importe quel coup. Donc, dans mon revers naturel, je suis hyper relâché. Et puis, il y a juste au moment où l'impact devant, alors là, je suis très solide au niveau de mon poignet, tu vois. Ok. Donc, si tu veux, alors, en coup droit, j'ai remarqué que si tu veux, surtout, bah, moins confiance, pas naturel, et ben, on aura une tendance à serrer la raquette un peu trop Hmm. à la préparation, tu vois. On Crispé. commence déjà par la serrer, parce qu'on est un peu plus tendu, on la serre trop,
Et finalement, bah, c'est beaucoup moins fluide. Et donc, si tu veux, et je travaille ça en shadow tennis. Je fais une préparation, tu vois, super relâchée, sans tenir ma raquette. Et parce que bah, je prends ma raquette, hein, bien sûr, en shadow tennis. Et puis, je pense pam, à juste serrer fort ma raquette devant, tu vois. Et là, je peux même faire un lien avec le karaté, tu vois, je parlais d'arts martiaux. Je veux dire, quand tu vas frapper au karaté, eh ben, ton poing, tu dois le fermer qu'au moment de la frappe aussi du poing. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Si es tout crispé, bah, tu vas pas aller vite. Par contre, si tu es très relâché et boum, tu serres ton poing juste au moment où bah, tu frappes dans la gueule du mec, tu vois, si tu serres ton poing juste à ce moment-là, bah, tu es beaucoup plus efficace, tu Ouais, vois. Et ouais. ben c'est pareil, finalement, par exemple, un coup droit, il faut être hyper relâché, puis bam, vraiment fermes ton poing et sur ta raquette au moment de la frappe. Ok. Et ce que je fais naturellement. Et ça se travaille en shadow tennis, tu vois, ou en Hmm. visualisation. Et ça me fait vraiment progresser. Je sens que je progresse, tu vois, encore. Et Tu du coup, vois. tu varies tes partenaires chaque semaine Ouais, pour ouais, ouais, savoir j'ai à plein qui de tu vas pistes. mettre une rouste cette semaine-là. Où je prends des roustes aussi, hein, parce que je joue contre des mecs plus forts que moi aussi. Mais Et tu, déjà, tu ouais. vois, mais ouais, ouais, voilà. Donc je suis toujours en compétition, tu vois. Et tu bosses encore ou t'en es où? Oui, oui, oui. Alors, je bosse 20 heures par semaine. Ouais. Donc, je suis tranquille, j'ai du temps à moi et voilà. Et je bouquine, je peux chanter, je peux. Bon, là, je sais pas si tu as vu, mais bon, j'essaie de m'impliquer un petit peu dans la campagne qui arrive de la fédération de tennis. Ok. Bon, ça, c'est un autre sujet. T'as des demandes de joueurs, de joueuses un peu ou pas forcément? Oui, alors j'ai la chance d'avoir, tu vois, donc j'ai repris un travail dans un centre pour enfants et adolescents qui est à Boulogne Ouais. et donc qui est vraiment pas loin de Roland-Garros. Donc oui, j'ai gardé ça puisque et notamment aussi via mon bouquin. Enfin, il y a certains parents qui ont appelé pour des jeunes qui ont un projet, tu vois, et je peux les aider, ouais, avec plaisir, avec plaisir. Il s'est vendu à combien d'exemplaires ton livre? Je sais pas, mais pas trop mal. Je vais savoir bientôt, puisque normalement, voilà, enfin, je faisais pas ça pour ça, mais j'ai peut-être touché un peu d'argent quand même. Et puis il va surtout être, il va être traduit en italien. Donc ça, c'est sympa. Pourquoi cette langue-là? Écoute, bah je sais pas, c'est en Italie si tu veux, ils l'ont bien aimé et donc si tu veux, il y aura mon éditeur m'a appelé pour me demander si j'étais d'accord. Bien sûr, j'ai dit que j'étais d'accord. Et la dernière partie, tu sais, j'ai une partie sur le tennis français. Ça sera Ouais. intéressant parce que ça sera une partie sur le tennis italien. Et Ouais. je crois que ça sera écrit par un ancien joueur, Camporese, je crois, si je me trompe pas. Tu vois, donc Ça serait pour quand? ah, je sais pas, moi j'ai donné mon autorisation. Après, tu sais, ça dépend plus de moi, hein, ça dépend de. Moi j'ai donné mon autorisation. Maintenant, c'est les éditeurs qui voient ça entre eux, quoi. Enfin, tu vois. Si tu peux nous dire de ces 21 matchs que tu as Ouais. recensés dans ton livre, celui qui t'embarque le plus d'un point de vue mental et pourquoi? Alors en fait, si tu veux, je pense que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est les deux matchs, ces deux matchs qui finalement en font qu'un, c'est les deux matchs de Federer Nadal à Wimbledon. Si tu veux, c'est 2008, c'est 2007-2008, puisque bon, ils se jouent les deux fois en finale. Mais Ouais. ce qui est super intéressant, c'est que Nadal, quand il perd en 2007, je crois que c'est 6-2 au cinquième, il explique qu'il est effondré, il est effondré dans les vestiaires, il pleure même sous la douche parce que il s'en veut à lui-même énormément. Il s'en veut à lui-même parce qu'il n'a pas suivi sa tactique de jeu, tout ce qu'il avait préparé, visualisé, notamment pilonner le revers de Oh, Federer. Enfin, tu vois, il a failli, quoi, tu vois. Et il s'en hmm. voulait énormément parce qu'il avait failli dans ce qu'il avait prévu de faire. Et voilà. Enfin, et donc, finalement, il perd ce match. Et comment l'année d'après,
qui est considéré comme un des plus grands matchs de l'histoire, hein, puisqu'il gagne, je sais plus combien, 9-7 ou 18, enfin, au cinquième, ou C'est plus 8-6, tard, je ça sais c'est plus. Enfin, 2012, non? C'est ça? Non, c'est 2008? non, non, c'est 2008, ouais, c'est Ah avant, ouais? 2012. 2012, c'est Federer qui gagne, là, c'était le retour de Federer 2012. Ok. 2011, c'était Djoko. Je pense que c'est 2008. Je pense que c'est 2008. La première victoire de Nadal à Wimbledon. En compte, C'est Joko, ça. t'as les mecs gagnaient des grands chelems il y a 13 ans, quoi. Joko est encore là et gagne encore. C'est quand même Ouais, fou, ouais. quoi. Bah Oh. oui, ouais. C'est fou. Ouais. Bah, le premier Djoko, c'est 2008, hein, contre Tsonga, d'ailleurs. Hmm. Donc, Excuse-moi si d'enfoncer tu. des portes ouvertes, mais ça me fait halluciner. Bah oui, non, bah, ça, c'est sûr que je pense pas qu'on verra trois joueurs comme ça avant longtemps. En Et plus, donc, Rafa ouais, effondré sous la douche parce qu'il a pas respecté ses 1. Et l'année exactement. d'après, Et puis notamment, si tu veux, il parle de. Notamment, je pense que c'est dans ce match-là aussi. Voilà, enfin, tu vois, j'ai eu peur. C'est bien aussi parce que là, on se rend compte que tous les joueurs ont peur, même Rafa, enfin, tu vois, ce qu'a bien expliqué Gilles Simon dans son livre aussi, enfin, tu vois, parce que souvent en France, tu sais, genre, on n'a pas le droit de dire qu'on a peur, tu vois, comme si on hmm. était une merde, si on commence à dire je mouille ou etc., comme si, bah, si, c'est normal. Je veux dire, il faut pouvoir le dire et justement travailler dessus. Donc voilà, Rafa, même dans ce match-là, il dit, il se voit dans le tie-break, il se dit, voilà, je fais une double faute. Ah oui, c'est ça. Il dit, je crois qu'il est bah, il mène dans le tie-break du quatrième. Il dit, je fais une double faute parce que je me dis, aïe, 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 je risque de faire une double faute. Bah, comme le Pékin normal, si tu veux, bah, il a fait la double faute, tu vois. Et après, point d'après, il resserre et il se dit, oh là, faut que j'assure ma première. Faut que j'assure ma première. Tu vois, comme, On se comme, le dit tous. comme on se le dit tous. Et là, il prend sur une première, il fait une petite première et il prend un winner retour de Federer, tu vois. Donc ça c'est génial parce que bon, on se rend compte que voilà, il a failli comme tout le monde peut faillir. Par contre, l'année d'après, alors là, d'ailleurs, il explique bien, il y a 2-7 partout et il y a la pluie. À 2-7 partout, il y a la pluie. Et il explique bien dans son bouquin Rafa, qu'il a écrit, et il explique bien que il voit même que, tu vois, il voit même que Tony, tout son entourage, ils sont un peu. Parce qu'il a eu des opportunités de gagner le quatrième set, il ne l'a pas fait. Il voit bien que Tony est pas serein, tous les gens ont peur qu'il perde à nouveau, tu vois, alors qu'il veut tellement gagner Wimbledon et tout. Et là, il leur a dit, mais non, vous inquiétez pas, je suis à fond sur ce que j'ai à faire et je sais que je joue bien, je suis à fond sur ce que j'ai à faire et de toute façon, même si je perds, je ne serai pas déçu. C'est ça qui est fort. Même si je perds, je ne serai pas déçu parce que là, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher comme l'année dernière où j'avais lâché ma tactique, j'avais été voilà, faible mentalement. Et là, hors de question, je joue bien, je reste sur ma tactique et c'est tout. Et on verra bien ce qui se passe. Et on verra bien ce qui se passe. Mais au moins, quelque part, c'est ça qui est bien, c'est qu'il se donnait le droit de perdre, mais par contre, il se donnait pas le droit. Enfin, voilà, il savait qu'il jouait bien et il resterait à bien jouer axé sur sa tactique. Une fois de plus, il a une de ses phrases magnifiques, c'est ma seule pression, c'est de bien jouer. Hmm. C'est pas de gagner, c'est de bien jouer. Et là, il était à fond dans son match. Il savait qu'il jouait bien. Il allait continuer à jouer sa tactique et à bien jouer. Et il verrait bien ce qui se passe. Et Mais alors, il était. pour pas faire l'amalgame, parce que là, c'est la porte ouverte au tennis champagne de bien jouer, tu vois. Je veux bien jouer, je veux faire des Oui, beaux coups. oui, Il précise quand même, je crois que je préfère me battre que oui, de gagner. C'est absolument. C'est ce que j'aime le hyper, plus. c'est Oui, hyper important parce que bien sûr, bien sûr. bien jouer, ça arrive combien de fois par an, bien jouer, Complètement. ça arrive Ouais. jamais quasiment. Ah non. Donc c'est très 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 important, primordial de Mais- se raccrocher au fait de, d'ailleurs tu en parles dans ton bouquin, ouais. aujourd'hui je me bats avec les armes du jour. Je ne réfléchis Oui, pas à comment je jouais hier, je pense pas à comment je jouerai demain, ouais, je me bats avec ce que mon jeu, mon ouais, mental, mes jambes me proposent ouais, maintenant, tout de suite. ouais. Point. Absolument. Putain, Et bien puis, joué, ouais, et puis non, mais un ça, cadeau ça si empoisonné. tu. Mais tu as raison. Mais là, tu vois, là,
tu expliques bien quelque chose, l'importance de l'état d'esprit dans lequel on est quand on rentre sur le court pour un match. C'est Ouais. fondamental. Si on se dit, je suis content d'avoir ce match, je vais avoir un match, ça veut dire une bataille, un combat, et je suis content d'être là et d'aller au combat. Comme je parlais des arts martiaux, bah, c'est un combat, il faut essayer de tout faire pour jouer mieux que l'autre et puis gagner. Et je suis content. Et si c'est dur, par exemple, eh ben, j'aime le combat, par exemple. Tu sais, souvent, quand on joue un joueur, on est là en balle avant le match, on est là en balle et puis forcément on jauge un peu le joueur, on se dit tiens, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, tu vois, on le voit tout de suite en balle. On imagine en balle, on se dit oh, est-ce que ça va être dur ou pas dur, tu vois. Ouais. Forcément, on le fait tous, Est-ce on le que fait c'est tous. une merguez? Ah, Tu ça vois. joue pas mal. Putain, il joue à 15 centimètres des lignes, l'enfoiré. Oh, il Non mais fait tu pas une vois, et faute. tu vois, En plus, il volaille. Oh le mais con. voilà, tu vois. Putain, son ce match, il a l'air bon. Et alors, là, si tu te dis, alors que tu es en balle, si tu te dis, oh putain, merde, le mec a l'air d'être bon, ça va être dur et tout, et là, tu commences à t'envoyer du négatif. Par contre, si tu te dis, ah putain, ouais, oh, c'est bien ça, le mec, il est bon, putain, ça va être un bon match, il va falloir que je joue mon meilleur tennis pour le battre. Ben, chouette, c'est ça que je veux, tu vois. Il va m'obliger à jouer mon meilleur tennis, tu vois. Et c'est ça le bon état d'esprit. Et Ouais, si tu arrives à te dire ça, alors que tu es en train de faire tes balles et en train de te dire, ah ouais, le mec est bon, bah c'est super, il va m'obliger à jouer mon meilleur tennis, c'est exactement ce qu'a fait Rafa dans ce match-là, en se disant, bah ouais, il fait derrière ça, il savait qu'il était bon, mais il allait l'obliger à jouer son meilleur tennis et à garder son meilleur tennis. Et tu es content de ça, tu es content de ce challenge, de ce hmm. combat, de ce challenge. Et ben là, tu vas bien jouer. Tu vas pas forcément gagner, mais tu vas bien jouer. Tu vas jouer ton jeu. Bon, et pour Alors, conclure, Christophe, ouais. ces discussions de comptoir, de clubhouse, de pourquoi est-ce qu'en France on est moins bon mentalement que X, Y, Z, comprendre les Serbes. Là, bientôt, on va nous servir sur un plateau les Rital, qui vont en plus avoir ton livre entre les mains, et les Espagnols, et j'en passe. Toi, tu y réponds, enfin, tu en parles en tout cas dans ton livre, et tu donnes Ouais. des pistes de travail. Donc, déjà, pourquoi, selon toi, et quels sont les axes de travail par la suite? Alors, déjà, moi, je pense que il y a une chose qui nous plombe un peu, enfin, qui plombe nos jeunes, et que n'ont pas les autres nations, c'est ce classement. Enfin, ces jeunes sont énormément sur le classement et on est énormément jugé sur le classement. En plus, tu es au courant qu'avec TenUp, qui est une belle application, mais comme toute application, il faut savoir les utiliser. Les jeunes, ils peuvent savoir sur TenUp tout ce que font les autres et tout. Et ils sont sans arrêt en train de comparer. Et ils sont là sur leur classement, leurs points. Et la comparaison, ça sert à rien. Enfin, l'important, c'est d'être centré sur soi et être sur progresser son jeu pour devenir un meilleur joueur, tennistiquement, physiquement et mentalement, au niveau de l'état d'esprit et tout ce dont on a parlé. Mais ça, les Italiens, les Espagnols ont des classements, mais pas aussi sophistiqués que les nôtres, etc. Tu vois, en Espagne, ce sont des séries. Il y a troisième série, deuxième série, enfin, quatrième, etc. Tu vois, c'est comme si. Alors que nous, en France, ça nous plombe parce que si tu as un jeune à 15-2, il perd contre un 15-3 au premier tour, Hmm. bah, tout de suite, il va rentrer dans son club et il va dire putain, merde, je suis nul, on va croire que je suis nul, etc. Alors qu'en Espagne, eh ben, ils sont dans la même catégorie. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il aura perdu contre un joueur de la même catégorie et on passe à autre chose plus Ok. facilement. Ok. On passe à autre chose plus facilement. Donc, faut vraiment faire attention parce que on est un peu trop. Et puis bon, et puis on est tous pris là-dedans. Enfin, je dis, il y a les entraîneurs qui sont pris là-dedans. Les entraîneurs, ils se disent ah bah ouais, il faut quand même qu'ils montent de classement parce que sinon, bah, on va croire que je suis un mauvais entraîneur. Tu vois, Hmm. je Hmm. l'ai pas fait progresser. Tu vois, on est ça. Et puis bon, niveau enfin, sans parler des bourses qui sont uniquement quasiment sur le classement, enfin, pour les bourses d'entraînement, etc. Donc moi, ça, je trouve que, bon, je sais que c'est un problème, donc, mais pas facile à résoudre, mais déjà, il faut en avoir conscience de ce problème pour pas être pris là-dedans trop. Pour pas être Hmm. pris là-dedans trop. C'est comme voilà, c'est les résultats, il faut,
La compétition, c'est indispensable, mais il faut pas. C'est là pour nous jauger, mais pas, voilà, pas pour nous juger. Hein. C'est pour nous jauger. Un truc intéressant que tu dis dans ton livre, c'est juger la victoire et la défaite avec la même humilité. Tu Hum, gagnes en perf, tu restes humble, tu ouais, perds, forcément, ça force ouais, l'humilité, mais ouais, ne tout à remets fait. pas toute ta vie en cause Ex- ex- sur la défaite. Et, Exactement. Et et- ça, malheureusement, malheureusement, avec nos multiples classements, les jeunes sensibles, voilà. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de jeunes à l'adolescence qui arrêtent, hein, enfin, la compétition parce que bon, ok, il y a d'autres stimulations, mais je pense que ça peut en faire partie. Alors après, je pense que Chez les bah, pros, parce que c'est ça le fantasme, c'est chez les bah, pros, tu vois. oui, bien sûr. Mais alors, si tu veux, c'est un bon exemple. Enfin, la fédération et donc la DTN doit montrer l'exemple. Et comme je l'ai dit, il y avait le DTN Pierre Chéré qui a accepté de me prendre à temps plein. À temps plein, c'était la première fois. Et malheureusement, après, on a décidé de ne pas me garder. Mais derrière, on remet des prestataires. Moi, si on avait décidé de ne pas me garder et puis qu'à la place, on met deux personnes compétentes à temps plein, et très bien, très Mm. bien. Enfin, tu vois. Et là, finalement, on repart avec des prestataires. Bon, sans parler qu'il y en a la prestataire qui s'occupe du CNE, elle est même pas psychologue, tu vois. Donc Et ça veut dire que voilà. tu sais le fonctionnement des autres fédés? Les autres fédés ont des personnes à temps plein? Parce qu'on a l'impression que c'est tous des projets individuels. À un moment donné, tu Alors t'émancipes de la fédé, même si c'est bien de commencer la oui, prépa oui, mentale mais bon, le tu plus sais tôt bien que possible. nous, non, mais ce qui est important, c'est que, comme je le disais, tout ce travail-là, c'est de la prévention, bien se connaître, apprendre à se connaître le plus tôt possible, avoir le bon état d'esprit. C'est une hygiène, tu vois, une hygiène psychologique et mentale, et puis pour qu'ils s'épanouissent, ces jeunes, tu vois. Et là, il y a un travail à faire, à mettre en place. Et bien évidemment, il faut que les entraîneurs soient d'accord, parce que moi, quand j'ai été, il y a des entraîneurs qui étaient vraiment pour, et puis d'autres un peu plus réticents. Donc, il faudrait déjà que tous les entraîneurs et le DTN, bien sûr, soient à fond là-dedans. Et donc, malheureusement, voilà, on n'y est pas encore. Enfin, c'est pas encore rentré dans les mœurs, je dirais, en France. Et un exemple particulier, bon, bah, tu vois, Hugo Humbert, il en a parlé, il a eu un moment très compliqué au niveau psychologique, il a limite plus trop envie de jouer. Et heureusement, maintenant, il en a parlé très bien. Et dans son staff, il a pris une psychologue avec qui il s'entend bien et il a travaillé sur lui. Et puis voilà, enfin, et maintenant, voilà, il a mis en place les choses et il est beaucoup plus épanoui tout de suite ça se ressent. Tu Donc la connais, sa psychologue? non, non, je la connais pas, mais je pense qu'elle est, enfin, elle est très bien. Déjà, c'est une psychologue, donc elle a un diplôme d'État, donc c'est bien. Puis elle a l'habitude de travailler avec sportif, et donc ouais, voilà, je la connais pas personnellement, mais je pense que c'est, en l'occurrence, je pense que c'est quelqu'un de bien. Et puis bon, bah, ça marche bien avec Hugo, et tant mieux. Enfin, tu vois, c'est ça. Et Et je puis il y a un pense que, équilibre, il y a plein de trucs, tu vois. pardon? Il y a un équilibre aussi. Il y a Chardy avec qui ils sont cul et Oui, chemise, ils sont oui, non, mais super potes. Il y a sa copine qui voyage avec lui. Il absolument, non, mais joue de la guitare dans c'est sa un piole ensemble. entre deux matchs. Il est au Pardon? top, le Hugo. Il joue de la guitare dans sa piole entre deux matchs. Ben ouais, c'est un Là, en ce moment, musicien. Non, mais il est au top. ouais, Il est au top du top. il est C'est ça, épanoui, il est c'est épanoui, ouais. clair. Et ouais, Ouais. il est épanoui. Et c'est ça qui est important. Et bon, les trois monstres dans mon livre, ils ont trouvé aussi leur épanouissement. Et c'est sûr que leurs femmes, elles sont toutes différentes, les trois femmes de nos trois monstres là, mais elles sont hyper importantes aussi, hyper importantes. Hmm. Donc l'entourage, c'est hyper important, mais voilà, je pense que tu veux, moi, comme je dis souvent, la meilleure médecine, elle est préventive, tu vois. Hmm. Et il faut pas attendre. Bon, Et le en feu. France, on attend que quelqu'un plonge. Tu vois, tu me parlais des problèmes de Caroline Garcia. Mais bon, si Caroline Garcia avait pu rencontrer quelqu'un avec qui elle a pu faire un travail de très compétent depuis toute jeune, ça aurait été forcément mieux quoi pour elle, pour son bien-être, pour son épanouissement, tu vois. Hmm, hmm. Et c'est vrai on peut le regretter, on peut le regretter, parce que faut voir aussi que si tu veux,
dans ce milieu-là, et tu le sais bien, il y a de plus en plus, on parle beaucoup de plus en plus de mental, et c'est devenu un business aussi, hein, parce qu'il y a coach Clairement. mentaux, les coachs mentaux, les coachs de vie, les coachs mentaux, il y en a énormément, énormément, quoi. Enfin, tu vois. Et Ouais. donc, il faut aussi faire attention, enfin, avec qui on tombe, parce que ça peut faire plus de mal que de bien aussi. Enfin, et puis, on croit qu'on travaille correctement avec une personne, et en fait, bah, c'est comme du mercurochrome sur une jambe de bois, hein, parfois. Donc, voilà. Un mot de la fin sur ton Vas-y. bouquin, et après j'ai trois, quatre questions rapides, mais Ok. un mot de la fin pour, je sais pas, le message que tu as voulu faire passer, peut-être l'essence du truc, sans tout spoiler évidemment, mais voilà, pour les plus motivés qui sont encore là sur cette magnifique interview. Moi, je pense que le tennis, c'est un sport, ouais, vraiment, c'est un sport fantastique, très difficile, et notamment au niveau mental. Je Ouais, pense que c'est un des plus difficiles au niveau mental, voire le plus difficile, parce qu'on le sait bien, quand on fait un match de 3 heures, on tape allez, maximum 40 minutes dans la balle. Et donc, tout le reste du temps, pendant plus de 2 heures et demie, enfin non, pendant plus de 2 heures, on est là en train de cogiter et à se coacher. Et alors, il est très difficile. Comme l'a dit Gilles Simon dans son livre, le sport qui rend fou, hein, ce sport qui rend fou. Mais justement, moi, je prône sur le fait que si on l'aborde par le bon côté, ce tennis qui est très difficile, eh ben, il va nous permettre de mieux nous connaître et d'être vraiment très heureux dans notre vie parce que c'est comme il est très difficile, il va nous permettre de mieux nous connaître. Il nous impose de mieux nous connaître. Et il y hmm, a un travail à faire qui est plus indispensable que par exemple au football. Le football, tu as zéro temps de temps mort, tu as mi-temps. Moi, j'adore le foot. Hein, j'adore le foot. Hein, j'aurais aimé être professionnel de foot aussi. Donc, j'adore le foot. C'est pas pour critiquer le foot, loin de là. Mais c'est un jeu beaucoup plus d'instinct, enfin, tu vois, où ça va très très vite. Tu as très peu le ballon, mais t'as pas de temps mort pendant la mi-temps, tu vois. Enfin, et alors qu'au tennis, ça n'a rien à voir. Enfin, donc, je pense qu'un footballeur, se, connaît, se connaîtra forcément moins bien qu'un tennisman. Enfin, ok. parce que c'est plus dur. Et puis, on, sans parler de la vie du tennisman, hein, on en a déjà Hmm. parlé, qui est beaucoup plus compliqué, surtout dans les débuts. Hein, surtout dans les débuts. Alors pour terminer, Ouais, Christophe, tu as le droit à une seule option à chaque fois, une seule réponse. ouais. Dis-nous le bouquin que tu as découvert récemment et qui t'inspire particulièrement. Be water, my friend. Ok. Sois l'eau, mon ami. OK? Il est en Be, français ou que en oui, anglais? il est en français, mais le titre est resté en anglais. Il parle de Parce quoi? qu'il est assez simple à comprendre. Be Water, My Friend. Alors, je t'explique. C'est le livre qu'a écrit avec un journaliste la fille de Bruce Lee, Shannon Lee, elle s'appelle. Et Bruce Lee, en fait, bon, on le connaît tous en tant qu'acteur, mais Bruce Lee, justement, il a fait des études de psychologie, de philosophie, il connaissait bien, il a appris la philosophie grecque, bien sûr, il connaissait bien la philosophie asiatique, le bouddhisme, le taoïsme, et vraiment, je conseille ce livre parce que c'est un beau livre. Donc, cette fille de Bruce Lee, elle a perdu son père à 32 ans d'un accident vasculaire cérébral. En Ouais. plus, après, elle a perdu son grand frère qui avait 4 ans de plus qu'elle. Il avait 28 ans d'un accident. Il était acteur. Il a pris une balle en tant qu'acteur avec un revolver qui ne devait pas être chargé et qui a été chargé. C'est un truc de dingue. Et donc, cette fille de Bruce Lee raconte toutes les difficultés qu'elle a pu avoir dans la vie. Et en fait, elle a repris toutes les notes qu'a écrit son père de philosophie. Et Wow. c'est génial. Enfin, j'aime Incroyable. vraiment beaucoup. Ah ouais, faut que tu le lises. Ça vaut le coup. Be Ah ouais. Water, my friend, ça vaut le coup. Ouais. Un film ou une série que tu as découvert récemment aussi que tu as aimé? Alors, je suis pas série parce que ça prend trop de temps. Film, bah, aujourd'hui, je vais aller voir le second volet de Dune avec mes enfants. J'avais beaucoup aimé le premier. Ok. Bon, là, le dernier film que j'ai vu, c'était pas mal. C'était Marthe et Pierre Bonnard, sur le peintre Bonnard. Je trouvais que c'était un beau film.
Après, c'est pas forcément mon film préféré, mais c'était voilà. Tu sais, comme je suis vieux, j'ai plus beaucoup de mémoire. Qu'est-ce qu'il Mais raconte? Comme t'es un musicos dans l'âme, un concert que t'as aimé, que t'es allé voir aussi il y a pas longtemps peut-être. alors enfin moi j'adore. Moi, il y a un concert qui me fait pleurer dès que je le mets, c'est Queen Wembley 1986. Alors C'est ça, beau bon, ça. Freddie Mercury, c'est quand même une de mes idoles. Une autre de mes idoles, c'est Sting. Et Sting avec Police. Mais là, c'était il y a un an ou deux, il a fait un concert tu sais, au château, là, merde, château, le grand château dans le centre de la France, là. Il a fait un concert, là, il avait 70 ans, 71 ans, là, il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux. Ouais. Ah, c'était énorme. Mon copain Freddie Mercury, j'étais pour son anniversaire, c'était le hasard, hein, à Mhm. Montreux, qui est son Ah, fief, il a vécu là-bas. ouais, bien sûr. Et Il y a sa statue, il y a sa statue là-bas. il y a sa statue. Pour Bien sûr. le tournoi féminin, j'étais là-bas et ouah, il y avait des. Donc c'était la teuf pour Freddie Mercury. Et les Suisses sont exceptionnels. Les mecs, Mhm. au pied de sa statue, ils te mettent en offrande des magnums de Piper Hetzig, de champagne, de cordon rouge, de Ouais. ce que tu veux. Et ils te laissent ça là, en offrande. Ah, Freddie Mercury. Les Suisses, ils sont extraordinaires quand même. Ah, mais les gars, mais sifflez-le, votre magnum. Bref, C'est clair. une citation que tu as découvert récemment qui t'anime. Ah ouais, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Une émission à la radio, sûrement sur France Culture, sur Ronsard, notre poète célèbre qu'on a tous appris à l'école, plus ou Tiens, moins. Mais cette plus. phrase, elle est magnifique. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Waouh, Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. C'est pas super. beau ça? À se Hein? répéter tous les matins. Bah oui, je la répète tous les matins maintenant, absolument. Celle-là, elle est Magnifique. rentrée dans mes méditations, c'est clair. C'est tellement beau. C'est comme celui qui est mort là, zut, qui dit j'accepte tout de la vie, les roses et les épines. Ouais, c'est beau aussi, ouais. C'est beau. Écoute des podcasts un peu ou pas? Je suis plus sur la radio. J'ai- Ok. ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Une émission de radio que tu recommandes? Oh ouais, j'aime bien l'émission quand je travaille pas sur France Culture à 10 heures de philosophie. Ok. C'est Géraldine Mühlmann qui l'a fait. Et d'ailleurs, c'est une joueuse de tennis. Ah ouais? Elle a été à 2-6, au moins à 2-6. Elle a joué, et je l'ai connue il y a très longtemps. Elle était à Montrouge et elle jouait en équipe première à Montrouge, Ah, équipe trop première, bien. équipe 2. Faut que je l'invite. Je l'ai connue quand elle avait 25 ans. Énorme. Géraldine Mühlmann, oui. Bon, elle joue plus trop, hein, donc je suis pas sûr qu'elle pourra forcément te parler de tennis, mais voilà, elle fait ses émissions de philosophie de France Culture à 10 heures le matin. Ouais. Est-ce qu'il y a, pour terminer, un truc que tu as vécu récemment, sympa à raconter, un voyage, un truc que tu as fait sur un coup de tête, une amoureuse que tu es allé voir au Mexique, sans prévenir personne, par exemple? Non, disons, non, ce que j'aime faire, moi, enfin là récemment, je suis un amoureux du vélo. Je suis un peu écolo sur les bords. Ouais, Donc, si tu veux, j'ai pris un billet de train TGV. Je suis allé à Saint-Raphaël et ouais, dans le train, j'avais mon petit vélo pliant. Et yes, ça, c'est une sensation fantastique. Je suis à Saint-Raphaël, je sors du train, du TGV, je déplie mon petit vélo et là, je pars voir mon ami Arnaud Deleval qui habite, qui est entre autres champion de France, pareil, champion de France des plus de 60 ans et champion du monde par équipe avec l'équipe de France des plus de 60 ans, Arnaud, et je pars faire mes 30 km pour le rejoindre à Beauvallon, qui se situe entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Il a son club là-bas, ça lui appartient. Et il est pote avec Stéphane Edberg. Et donc, Stéphane Edberg a 30% de. Il manquait un peu d'argent pour acheter seul ce tennis club de Beauvallon. Et voilà. Et donc, j'ai joué sur terre battue.
Il a refait le cours bien pour moi et on s'est fait un match sur terre battue dehors Génial. il y a 10 jours et c'était Quel fantastique. bonheur. Il y avait C'était combien de bornes? C'était pas loin à vélo? 30 bornes quand même. Ah ouais, quand même. Ah, 30 bornes avec un petit vélo pliant, Faut les faire. faut les faire. Ouais. T'as fait une halte dans une brasserie pour te Non, faire. j'ai fait une halte pour me baigner dans la mer. Oh, Oui, je génial. me baigne dans la mer même quand elle est froide. Ça, Et c'est c'est paradis. pour les auditeurs que ça pourrait inspirer, il est possible de mettre un vélo non pliable aussi. J'ai descendu un vélo de Paris Oui, après Roland-Garros oui, 2023. ouais, Il y a des créneaux parce que c'est des trains avec des emplacements. ouais, Et je crois qu'il y a 5 emplacements vélo par train, donc d'accord. faut Ouais, réserver il un faut peu à réserver l'avance. avant. Il faut Ouais, réserver avant. Alors que ça le coûte. pliant, c'est comme un bagage. Ah d'accord. Ah oui, c'est comme un bagage. Ça coûte 10 euros, donc c'est que dalle. Ouais, ouais, Et 5 euros. Moi, le pliant, c'est 5 euros. bon, c'est fabuleux. Et Ouais, du c'est coup, fabuleux. Non, mais voilà, ça, c'est si ça peut éveiller une absolument. aventure à certains auditeurs du podcast, surtout, Ouais, ne vous bridez pas. Merci beaucoup, absolument. Christophe. J'ai entraînement dans 10 minutes. Je trace. Super. Allez, bon entraînement. À À la bientôt. prochaine. Ciao, Allez, ciao. bis, bis, Ciao. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Christophe. Récupère les 3 recommandations mentales de Christophe Bernel. Donc, la première, comment adopter le bon état d'esprit avant un match. La seconde, la mise en place de routines payantes dans ton jeu. Et enfin, la pratique du shadow tennis. C'est offert pour progresser mentalement sur le court. C'est le premier dans la description. Et j'espère sincèrement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et un commentaire. C'est hyper important pour nous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.